Thèse 207e. Quelle que soit la reconnaissance que l'on doive témoigner à l'esprit objectif, et qui n'a jamais été écœuré à mourir de tout le subjectif et de sa maudite ipsissimosité. Il faut apprendre aussi à se méfier de cette reconnaissance et mettre un frein aux louanges excessives qui saluent depuis peu le détachement et la dépersonnalisation de l'esprit, comme si c'était là une fin en soi, une rédemption, une transfiguration. Ainsi en est-il notamment dans l'école pessimiste, qui a de bonnes raisons de décerner les honneurs suprêmes à la connaissance désintéressée. L'homme objectif, qui a cessé de jurer et de pester comme le pessimiste, le savant idéal, chez qui l'instinct scientifique parvient à son plein épanouissement, après avoir subi 1000 échecs totaux ou partiels, est sans doute un des instruments les plus précieux qui soient, mais sa place est entre les mains d'un plus puissant. Il n'est qu'un instrument, disons-nous. Il est un miroir, il n'est pas une fin en soi. L'homme objectif est effectivement un miroir, habitué à se soumettre à tout ce qui veut être connu, sans autre plaisir que celui de connaître, de refléter. Il attend que quelque chose se présente, et s'applique alors à ne rien laisser perdre sur sa surface, sur son épiderme, du passage léger et fantomatique des êtres. Ce qui subsiste en lui de personnel lui paraît fortuit, souvent arbitraire, plus souvent encore importun, tant il s'est fait le lieu de passage, le reflet d'êtres et d'événements étrangers. S'il revient à soi-même, c'est non sans effort et souvent à faux. Il erre et se trompe aisément quand il s'agit de ses propres besoins, seul domaine où il manque de finesse et se montre négligent. Peut-être s'inquiète-t-il de sa santé ou de la mesquinerie intellectuelle de l'air confiné qu'il respire dans la société de sa femme et de ses amis. Peut-être manque-t-il de compagnons et de relations sociales. Il se contraint alors à réfléchir à son tourment. En vain. Déjà sa pensée s'élance au-delà et envisage un cas plus général. Le lendemain, il ne sait pas plus que la veille comment il pourrait remédier à son mal. Il est serein, non pas parce qu'il ignore la détresse, mais parce qu'il n'a pas de doigt pour sa détresse, qu'il ne sait pas la manier. Son habitude de faire face à toute chose et à tout événement, l'accueil rayonnant et cordial qu'il réserve à tout ce qui se présente, cette espèce de bienveillance sans arrière-pensée et de dangereuse insouciance à l'égard du oui et du non, toutes ces vertus, hélas, il ne laisse pas de les payer cher dans bien des cas, et comme homme, il en devient trop facilement le caput mortuum. Attend-on de lui de l'amour et de la haine, je veux dire de l'amour et de la haine au sens où l'entendent Dieu, les femmes ou les bêtes, il fera son possible et donnera son possible. Mais qu'on ne s'étonne pas si c'est peu, si dans ce domaine-là il se montre faux, mal assuré, inconsistant et faible. Son amour est voulu. Sa haine est artificielle. Elle ressemble plutôt à un tour de force, à une petite vanité et à une légère exagération. Il n'est lui-même qu'autant qu'il peut être objectif. Chez lui, la nature et le naturel se sont réfugiés dans son totalisme serein. Son âme miroir, qui se fait toujours lisse, ne sait plus affirmer, ne sait plus nier. Il ne commande pas, il ne détruit pas non plus. « Je ne méprise presque rien, dit-il avec Leibniz. Entendons bien ce presque et notons-le. Ce n'est pas non plus un modèle à suivre, il ne précède ni ne suit personne. D'une manière générale, il se place trop à l'écart pour avoir un motif de prendre parti entre le bien et le mal. En le confondant, comme ce fut si longtemps le cas, avec le philosophe, le modeleur césarien des âmes qui réagit violemment en face de la culture, on lui a fait trop d'honneur et on a méconnu le trait essentiel de sa nature, qu'il est un instrument, un esclave, le plus éminent de tous les esclaves, à coup sûr, mais rien en soi, presque rien. L'homme objectif est un précieux instrument de mesure, un chef-d'œuvre de miroiterie, fragile et vite terni, qu'il faut ménager et honorer. Mais ce n'est pas une fin, pas une issue ou un essor,
pas un homme complémentaire dans lequel le reste de l'existence se légitime, pas un terme, et encore moins un commencement, une naissance et une cause première, rien de virulent, de puissant et d'autonome qui aspire à dominer. C'est bien plutôt un vase délicat et plastique, auquel il faut une forme et un contenu pour se modeler sur eux. C'est d'ordinaire un homme sans forme ni contenu, un individu désintéressé. Rien non plus pour les femmes, par conséquent, soit dit entre parenthèses.